Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être venue sur le papillon. Merci de nous avoir invités. Ouais. Surtout merci aux réseaux sociaux. Oui. À Tril. Et voilà. Qui nous ont rapprochés. En tout cas, gratitude infinie d'être là. Bon, j'ai après vous découvrir avec les petits moments qu'on a passés, mais j'aimerais vous laisser le temps en tout cas de vous présenter comme vous le souhaitez, en mettant des focus sur les points que vous souhaitez. À vous, mesdames. Bien, je m'appelle Hélène. Je suis actuellement étudiante en reconversion, en fait. Étudiante en psychologie. Et à côté, j'accompagne en fait au développement des compétences psychosociales et je fais de la prévention en santé mentale. D'accord. Très bien. Je te laisse te présenter, Isabelle. Merci. Donc moi je suis Isabelle. Alors moi je me qualifie comme thérapeute des racines et de l'âme. En fait j'ai un parcours un peu atypique. Je suis pédicure-podologue il y a plus de 20 ans maintenant. Et je me suis formée en posturologie il y a plusieurs années. Et maintenant j'associe et j'accompagne en fait mes clients, mes patients en accompagnement systémique. Donc en fait mon objectif c'est vraiment de pouvoir travailler en globalité dans tout ce qui est blessures physiques également, mais aussi blessures de l'âme et blessures émotionnelles. Donc voilà, et Merci. On se retrouve aujourd'hui toutes les trois pour évoquer un sujet, je pense, qui nous touche beaucoup. Et particulièrement aussi peut-être toutes les trois, donc la santé mentale. Et on a pris, nous, toutes les trois, donc un focus un tout petit peu sur le travail et sur le transgénérationnel qu'on va évoquer. On va essayer de faire au mieux qu'on peut. Juste pour préciser que nous ne sommes pas spécialistes sur le sujet, voilà, qu'on est là pour échanger, sensibiliser et surtout partager aussi nos vécus autour du sujet. Donc c'est surtout ça. Moi, je voulais revenir d'abord sur mon parcours. Hélène, tu disais du coup que tu étais encore étudiante. Oui. Je fais exprès de mettre encore. C'est volontaire. Parce que le encore, ça a du sens, parce que tu as repris justement tes études. Et pour ça, bravo. Merci. Bravo. Et je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre comme ça tes études? Eh bien, comme tu dis, ça a vraiment été un parcours. Donc en fait, j'ai d'abord eu un parcours un peu classique. J'ai fait une école de commerce, j'ai commencé à travailler dans le conseil, où j'ai accompagné des équipes, des managers sur des problématiques spécifiques. Et j'ai petit à petit, donc j'ai accompagné des collectifs et je suis allée sur l'individuel. Je me suis formée au coaching. Et en fait, en commençant à travailler justement sur le coaching dans l'individuel, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller explorer les histoires et d'aller plus loin. Et en fait, j'ai pris cette décision de me lancer, de me dire, en fait, reprends tes études. 5 ans dans une vie, ça peut paraître long, mais en fait, pas du tout. Et voilà. Et donc, à partir de là, en fait, je me suis dit que le sujet de la santé mentale, en particulier, m'intéresse beaucoup. Et notamment parce que j'ai pu expérimenter et voir aussi dans le monde de l'entreprise où la santé mentale, c'est pas encore un sujet qui est très bien traité selon moi. J'avais vraiment cette volonté d'aller explorer tout ce qu'on peut faire au niveau de la santé mentale. Et aujourd'hui, je me concentre plus sur la prévention et la promotion de la santé mentale, comment prendre soin de sa santé mentale et comment en parler dans tous les secteurs. Et en parallèle, on reviendra effectivement là-dessus. Et en tout cas, bravo pour ça. En tout cas, c'est pas évident aujourd'hui de reprendre ses études. Ah oui, puisque on imagine une fois que tu as passé le cap de l'étudiant, on sait ce que c'est très compliqué. Et une fois que tu rentres dans la vie professionnelle, retourner. Qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme tips pour une personne justement qui est motivée, qui a envie de changer, de se reconvertir? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner? Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé? Je sais que tu as une motivation personnelle, certainement, mais tu pouvais accompagner une personne en lui disant allez, go. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire?
Moi, pour franchir le pas, je me suis posé la question si ce que je faisais actuellement comme métier ou la place que j'avais au niveau professionnel, si ça m'apportait vraiment du bonheur. Et en fait, j'étais plus du tout alignée forcément avec ce que je faisais. Et c'est vrai que la psychologie, c'était déjà ancré en moi. Et j'ai fait un choix un peu de sécurité, de me dire en sortant d'une école de commerce, j'ai trouvé un emploi avant même d'être diplômée. Donc c'était vraiment intéressant, mais c'était vraiment le chemin de la sécurité. Et je me suis dirigée là vers plutôt le chemin du cœur, et ça a vraiment un sens profond. Et quand j'y pense et quand je pense à ce rôle que je vais pouvoir avoir en tant que psychologue, il y a quelque chose qui se joue ici, tu vois, cette énergie que tu sens et qui te dit oui, c'est ça. Et je pense que si vous ressentez cette énergie là quand vous pensez à un certain sujet, allez-y en fait. Je pense que c'est le meilleur conseil. Ah ben top. Et pour faire la transition aussi, Isabelle, j'aime bien les parcours de vie un peu atypiques. Et tu me titilles là-dessus en passant de podologue du coup. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette justement reconversion aussi? Comment tu nous expliques ça, toi? En fait, moi j'ai commencé assez loin d'ici parce qu'en fait j'étais adoptée en Colombie et ce parcours un peu atypique de perte de racines en fait, qui non seulement est une perte et en fait surtout une inconnue, m'a un peu guidée en fait jusqu'ici, très longtemps un peu inconsciente, un peu soit dans le déni ou en tout cas dans le traumatisme du passé. Voilà, j'ai avancé et puis je suis arrivée sur la podologie. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avancer et je me suis posé la question en fait, qu'est-ce qui m'a amenée là, qu'est-ce qui fait que... Alors j'ai toujours voulu travailler dans le soin, mais ce qui était hyper important pour moi, c'est ce côté vraiment d'ancrage en fait. Et c'est au fur et à mesure de ce développement, du travail aussi personnel que j'ai pu commencer. J'ai pris conscience que ces racines, que ce pied en fait, c'est vraiment c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous pousse. C'est l'ancrage. C'est l'ancrage, ouais. C'est l'ancrage et c'est ses racines en fait. Donc inconsciemment en fait finalement les aléas de la vie m'ont porté, m'ont poussé à ce métier de podologue. Et puis très vite en fait dans mes accompagnements j'ai senti que ça suffisait pas, que j'avais vraiment besoin de, en tout cas moi dans ma sensibilité de cœur effectivement comme tu disais, d'amener autre chose, une autre que le côté mécanique de la chose. Une dimension un peu plus spirituelle et émotionnelle. Et en fait, du coup, au fur et à mesure, en fait, c'est mes patients et mes clients qui m'ont fait évoluer aussi et qui m'ont permis de m'amener des questionnements sur qu'est-ce qui fait que j'ai mal au pied, qu'est-ce qui fait que je me comporte comme ça, qu'est-ce qui fait que ma posture, elle me donne cette indication et finalement, peut-être qu'il y a une partie émotionnelle de notre histoire qui se joue là-dedans. Et donc, du coup, j'ai commencé à me former, j'ai fait une formation de sophroanalyse mémoire prénatale naissance-enfance qui va permettre justement d'aller explorer toute cette partie de notre passé, de notre enfance, de ce qu'on a vécu et de ce que nous portons, physiquement mais émotionnellement aussi. Complètement. Et c'est des fois le plus lourd. Complètement, c'est ça. Et ce qui nous fait avancer ou pas, d'ailleurs ce qui nous retient peut-être dans notre avancée, dans notre évolution, comme tu disais, qu'est-ce qui me retient et qui fait que j'avance pas ce pas-là vers autre chose. Et donc, de fil en aiguille, ça m'a amené aux constellations familiales et systémiques. Donc, on travaille un petit peu sur le travail, mais effectivement, c'est cette globalité finalement du fardeau que je porte du mon passé, mais ça peut être aussi d'un passé transgénérationnel. Et voilà, donc j'ai à cœur effectivement d'accompagner vraiment la personne en systémie, vraiment dans sa globalité, pour aller un peu explorer, comprendre et libérer. Parce que c'est le but, quand même, c'est d'avancer, de pouvoir se libérer du fardeau, de notre passé. C'est complètement ça. Et de voir un petit peu ce qui s'est passé et puis de lâcher ça en fait, pour vraiment une évolution et une avancée et se découvrir. Enfin, vraiment un éveil en fait, vraiment c'est une transformation. Et si on a en fait de nous une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'un podologue, comment tu pourrais lui expliquer? Alors, je dirais... avec des mots simples. Ouais, voilà, c'est ça. On est vraiment sur... c'est quelqu'un qui va un peu de côté chercheur, qui va chercher, en tout cas moi dans ma sensibilité, cette origine. Ok, il y a
il y a une posture, il y a une statique, il y a, mécaniquement il y a quelque chose qui ne va pas. On va aller chercher, alors ça peut être très mécanique, articulaire, musculaire, voilà, mais ça peut être aussi une autre dimension. Et de comprendre peut-être sur une lecture du corps qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait que finalement aujourd'hui j'ai un problème de genou. Alors j'ai tendance à dire que le genou c'est je et nous, donc vous et quelle autre situation. Le pied c'est aussi notre ancrage, qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui me fait avancer, qu'est-ce qui me bloque. La statique, l'équilibre, la hanche, le bassin, c'est aussi ce qui me permet d'avancer. Ah bah ça, surtout quand on porte la vie à un moment donné, voilà, les épaules, les épaules ça va être notre fardeau. Enfin, voilà. Donc vraiment, en tout cas dans ma sensibilité de posturologue, on va être vraiment sur cette recherche un peu d'enquête, de se dire ok, allez, on va aller chercher on va le lire au travers de ce corps et de comprendre un petit peu et le corps et la santé. Enfin, en tout cas, psychologiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'éventuellement, il n'y a pas quelque chose ou un traumatisme qui aurait déclenché finalement cette blessure? Donc voilà, c'est de se poser parfois la question de dire ok, j'ai mal là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui fait que est-ce que j'ai eu émotionnellement, est-ce que j'ai eu une contrariété, est-ce que j'ai reçu un mail, ça peut être tellement, est-ce que j'ai eu une conversation avec je sais pas, mon enfant, mon mari qui m'a perturbée. Donc effectivement, tu nous as présenté, Isabelle, ce que c'était que la podologie, merci pour ça, et je voulais surtout revenir sur le sujet croustillant. Je ne sais pas si c'est croustillant dans la vie de tous les jours, mais en tout cas pour nous aujourd'hui c'est notre sujet croustillant. Et Hélène, je vais te donner la parole là-dessus, nous présenter un peu ce que tu fais au quotidien, tes actions, enfin en tout cas de la manière dont tu le souhaites, et puis si on a des points, bien sûr on rebondira avec Isabelle. D'accord. Bien comme je le disais tout à l'heure, mon sujet c'est la santé mentale. Donc mon idée en fait c'est de faire de la prévention sur la santé mentale et d'expliquer au plus grand nombre que finalement on est tous concernés par la santé mentale. Souvent quand on pense à la santé mentale, on se dit oui ce sont des personnes qui ont un trouble, qui ont une maladie mentale, et en fait pas du tout. La santé mentale en fait elle fait vraiment partie de la santé, donc on a tous une santé et on est tous concernés par la santé mentale. Donc mon idée c'est vraiment de diffuser cette information-là et qu'on soit le plus grand nombre à bien comprendre ce que ça implique finalement d'avoir une santé mentale, de comprendre que c'est un continuum, donc ça évolue tout au long de l'année, tout au long de la vie plutôt, et aussi d'avoir en fait les clés pour à la fois identifier pour soi si on se sent bien et quelles actions finalement on peut mettre en place par rapport à ça, et aussi d'avoir des clés finalement pour pouvoir agir auprès d'autres personnes qui peuvent rencontrer des difficultés. Mais du coup, je voudrais juste rebondir là-dessus pour qu'on puisse comprendre un peu si quelqu'un tombe sur notre vidéo et se dit mais santé mentale, qu'est-ce que c'est exactement? Avec des mots un peu simples, comment ça peut se matérialiser? Parce que c'est vrai que la santé mentale, en gros, c'est vraiment avec un mot, c'est tout ce qui touche, en fait tout ce qui n'est pas palpable, c'est pas notre santé physique, en gros, c'est ça. Et du coup, par exemple, si on devait prendre un point de travail, comment on pourrait savoir qu'on ne va pas bien quand on est au travail? Comment on pourrait avoir ces alertes-là? Est-ce que tu as quelques billes, toi? Alors si on se met un peu dans la sphère professionnelle, effectivement, une santé mentale qui se dégrade et qui se manifeste au travers de certains signes, ça peut prendre cette forme-là. On arrive au travail, on a la boule au ventre, mais on n'arrive pas trop à identifier pourquoi, on a juste cette boule au ventre. Et puis au fur et à mesure du temps, on se rend compte que notre sommeil il est perturbé, qu'on va se réveiller au milieu de la nuit, qu'on va penser au travail, qu'on ne va pas forcément réussir à s'arrêter de travailler, à trouver un équilibre entre justement son activité professionnelle et sa vie personnelle. Ça peut prendre aussi la forme de douleurs physiques, comme tu le disais, tu vois, sur la podologie. J'ai essayé de faire le lien avec la posture. Mais effectivement, ça peut se manifester de cette manière-là. Et c'est vrai que souvent, on va avoir le réflexe de se dire non, mais ce sont que des petits signes, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en fait, c'est là où ça se joue. Ou des fois, on les néglige aussi. Des fois, on les néglige, tout à fait. Et donc, on peut identifier à la fois des signes qui vont être physiques, physiologiques,
des signes qui vont être plutôt psychologiques, où on va avoir des pensées un peu envahissantes, qu'on n'arrive pas effectivement à mettre de côté et qui vont avoir un impact sur notre bien-être. Et ça peut aussi avoir, finalement, ça peut aussi prendre la forme d'un comportement qui change. Donc un collègue qui habituellement est plutôt souriant, qui vient déjeuner avec nous, qui va commencer à s'isoler, qui va commencer finalement à effectivement travailler de plus en plus, ou à faire des erreurs qui ne lui ressemblent pas. Et donc ça peut effectivement être des éléments d'information qui nous indiquent que potentiellement notre santé mentale effectivement change. Mais est-ce que c'est pas difficile en tant que collègue, par exemple, quand tu vois ta collègue un peu changer, d'aborder aussi ce point-là? Parce que ça peut être un peu sensible, ça peut toucher, comme on dit, à sa vie personnelle, et on n'est pas forcément au travail pour parler de nos vies personnelles, même si je crois qu'on crée des liens aussi. Est-ce que c'est pas un peu délicat? Effectivement, c'est souvent ce point-là qui ressort quand on parle de santé mentale et qu'on fait le lien avec l'entreprise, c'est qu'on se dit que ce n'est pas le lieu pour en parler. Et moi, j'ai bien envie justement de sortir un peu de cette idée-là, parce qu'on ne peut pas en fait se dire, en arrivant sur notre lieu de travail, de se dire finalement tout ce qui fait fait que je suis moi, je le mets de côté et je me concentre seulement sur une tâche et une activité. Notre santé, en fait, elle est avec nous tout le temps. Donc, ce qu'on peut faire, effectivement, quand on identifie qu'une personne est en souffrance ou qu'on se pose des questions, par moment, la simple chose à faire, c'est de poser la question. Et le plus souvent, finalement, la personne qui traverse quelque chose, et ça lui fait du bien, en fait, de sentir que la question, elle est posée avec une intention d'écoute, et pas cette simple question de oui, toi ça va, et de se dire j'ai une réunion, j'ai pas le temps, dis-moi que ça va, parce que ou au café aussi, des fois au café ça va, oui, ok, bon. Oui, comme il y a des propos à chaque fois qu'on voit quelqu'un, on dit ça va, en fait finalement, je pense qu'on n'attend même plus la réponse. Exactement. C'est devenu un bonjour, c'est devenu donc là, clairement posé, comme tu dis, avec le cœur, avec l'intention de poser la question, savoir s'il y a vraiment, avec une écoute en fait, d'avoir tout un dialogue. Je pense que c'est déjà le début. Pour moi, la différence, elle se situe vraiment sur l'intention qu'on pose, et on peut aussi faire part de ce qu'on a observé. C'est ce que je pensais aussi, C'est ce que je pensais, t'as rebondi, t'as vu dans mes... Arrête de lire dans mes je fais ça là. Non, mais moi, c'est ce que je pensais, c'est que je me suis dit, tu sais, il y a aussi une forme d'écoute de l'autre, tu vois, de l'attention. Ça veut dire que quand t'arrives, c'est vrai que comme disait Isabelle, on fait plus attention à ce genre de choses. On n'a pas cette, je dirais bienveillance, mais même le mot est un peu galvaudé, mais on fait pas attention réellement à l'autre. Tu vois, hier, tu as vu que t'étais pas bien, j'ai vu que tu avais un moment d'absence, tu vois. Et des fois, je sais pas si on n'ose pas ou on ne le voit pas, mais ça nous manque un peu, ça. Effectivement. Et ce qui peut être bien aussi, si la personne ne se sent pas forcément à l'aise pour parler, juste lui dire, en fait, si à un moment donné, tu sens que tu as besoin de parler, sache que je prendrai le temps et je serai là pour t'écouter. Et le fait d'écouter, ça ne veut pas forcément dire qu'on va trouver une solution pour la personne. C'est juste être présent et potentiellement, si on connaît des ressources ou autres, de lui dire moi j'ai lu un livre que j'ai trouvé intéressant, je te le conseille, ou j'adore un podcast, ça parle de ce sujet-là, ce serait pas mal que tu l'écoutes. Enfin voilà, ça peut être des petites graines que l'on sème finalement pour la personne, et elle ira piocher ce qu'elle veut aller chercher. Ou en parlant de soi-même, déjà, on sait, la dernière fois, pareil, ça m'est arrivé, ou dans son travail, ça peut arriver, parce qu'on évolue tous, et on a tous, comme tu disais, notre santé, on l'apprend avec nous, donc notre mental, notre évolution, on a tous des coups de mou, on a tous des traumatismes, on a tous quelque chose qui ne va pas tout le temps, la vie n'est pas long fleuve tranquille, comme on dit, mais c'est tellement juste que, moi aussi, ça m'est arrivé, tu sais, j'ai peut-être vu quelqu'un, j'ai vu un thérapeute, j'ai vu un tel. Ça permet aussi peut-être de se sentir moins seul, accompagné et entendu. Côté vraiment d'entente, il y a quelqu'un à côté de nous qui nous a vus. De ce côté aussi d'être vu par. Oui, tout à fait.
Et tu disais tout à l'heure que tu sensibilisais. Est-ce qu'aujourd'hui tu sensibilises on va dire les RH, les managers, enfin quel type de profil directement tu vas sensibiliser? Alors maintenant, les profils que je vais avoir, ce sont plutôt des managers. Mais effectivement, là actuellement, je propose des ateliers autour de la santé mentale qui s'appelle la fresque de la santé mentale. Et donc ça peut concerner tous les services de l'entreprise. L'idée en fait, c'est des ateliers qui sont combinés, organisés avec un petit nombre de personnes, 8 à 10 personnes. Et donc ça peut concerner effectivement tous les collaborateurs de l'entreprise ou même les associations, en gros toutes les organisations qui ont envie effectivement de donner sa place à ce sujet-là. Et une dernière question avant de passer la main à Isabelle. On parle depuis le Covid. Est-ce que tu penses que ça s'est amplifié ou pas? Oui. Bien sûr, ça s'est amplifié. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on parle de plus en plus de santé mentale, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'il y a eu une prise de conscience que la santé mentale c'est important et que les facteurs extérieurs peuvent effectivement nous impacter et que c'est important de développer des ressources internes pour réussir justement à faire face à ces facteurs qui peuvent mettre à mal notre santé mentale. Donc oui, le Covid, je pense, pour beaucoup de personnes, ça a été vraiment un tournant. Et moi, mon tournant personnel sur la reconversion, c'est passé après le Covid, pendant le Covid. Mais finalement, c'était une des meilleures choses qu'on a fait. Oui, pour certains, mais pour beaucoup, Non, mais c'est vrai que oui, j'en rigole, mais effectivement, je sais que pour beaucoup dans le milieu du travail, ça a changé les choses. Oui. Et dans le milieu du travail, effectivement, les derniers chiffres, c'est qu'une personne sur deux se dit en détresse psychologique au travail. Une personne sur deux, c'est énorme. C'est énorme, donc c'est un vrai sujet. Tu peux le répéter? Une personne sur deux se dit en détresse psychologique au travail. Ah oui. C'est énorme. C'est énorme. Et on n'en parle pas assez. Tu viens de me scotcher. J'en ai perdu mes questions. Non, mais c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Mais ça veut dire quoi? Que notre société elle est plus en phase avec le travail, qu'on n'a plus les normes. Enfin, c'est fort, hein? Oui, c'est fort et ça montre à quel point finalement le travail, c'est un peu ça peut être au centre de notre vie. En tout cas, c'est ce qui nous prend beaucoup de temps. D'énergie, de temps. Et c'est pour ça que c'est important, selon moi, d'amener ce sujet et de normaliser le fait de parler de santé mentale au travail, parce que c'est un élément qui peut effectivement influer très fortement sur notre santé. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a notre histoire personnelle, il y a notre vécu, notre histoire familiale, mais effectivement, le travail impacte notre santé mentale et c'est important d'en parler. Et de normaliser. C'est là où on passe la plupart de notre temps, clairement. Moi, je vois dans mon cabinet, les gens me disent vous avez bien décoré, voilà. Je leur dis mais le plus quart de mon temps, mes 8 heures, je les passe au cabinet, je les passe pas à la maison en fait. Donc c'est aussi ça. Effectivement, c'est vrai que ça me perturbe ce que tu disais, j'en ai perdu mes mots. Et j'avais aussi une question à Isabelle, du coup. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait commencer peut-être la sensibilisation avant d'entrer dans le milieu du travail? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors oui, clairement, mais en fait on ne se rend pas compte, mais les problématiques de santé mentale, elles sont déjà là. Je vois beaucoup d'enfants qui ont une pression énorme. Quand tu parlais, je me disais en fait que, dans mon idée, c'est qu'en fait l'évolution et le travail a changé. C'est-à-dire que nos parents, mes parents, ils avaient tous le même boulot à un moment donné. La conjoncture n'était pas la même, clairement, mais ils étaient toujours dans le même boulot, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils vivaient. Est-ce que la notion de travail n'a pas changé aussi et fait qu'on était peut-être sur un travail alimentaire pour certains? Est-ce que la question aujourd'hui de se poser, de se dire j'ai envie de vivre pour moi, j'ai envie de profiter aussi, j'ai envie de... oui, certes, le travail est important, mais peut-être que j'ai l'impression que les gens ont envie maintenant d'aimer leur travail et passer ce côté bonheur aussi
aussi bien au travail qu'à l'extérieur et à la maison. Et en fait, j'en vois encore trop d'enfants qui commencent déjà à avoir des phobies scolaires. Il y en a incalculables. Des enfants qui sont poussés par des parents, certes, pour X raisons par rapport à leur propre passé, et ça, pas de souci, mais qui sont poussés aussi à se surpasser, mais pour faire plaisir, pas pour eux. Et donc en fait, c'est une vraie question, et je pense qu'en fait, elle n'est pas nommée. En fait. Donc oui, effectivement, ce serait bien sensibiliser les parents avant tout, les professeurs aussi, ces notes, on peut aller très loin dans ce questionnement, de se dire est-ce que c'est bien aussi de mettre les gens en compétition tout le temps. On n'a pas forcément besoin, tout le monde ne travaille pas forcément en compétition. Exactement, on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'en comparaison, on n'est pas comparable, on est tous uniques, on n'arrête pas de le répéter qu'on est tous uniques, qu'on a une sensibilité, et c'est ce qu'on fait faire déjà à nos propres enfants derrière. Donc ce serait bien de mettre ça en place et de sensibiliser plus et de le nommer. Si je peux rebondir, il y a de plus en plus de programmes qui tendent à développer les compétences psychosociales, donc capacité à identifier ses émotions, d'être en relation à l'autre, et effectivement on apprend ça dès l'enfance, et ça c'est chouette. En tant qu'adulte, on n'a pas eu cette chance, et donc du coup il faut continuer à se former pour avoir des compétences psychosociales très les connaître et de savoir ce que c'est, et les connaître, tout à fait, et d'éduquer les adultes. Alors c'est cette sensibilité parce qu'effectivement j'accompagne aussi des parents là-dessus, c'est-à-dire que dans l'accompagnement psychogénéalogique, pour se décharger nos fardeaux de ce qu'on a vécu, de notre propre éducation, c'est bien beau, mais derrière, comment, quand on n'a pas eu de modèle, comment on apprend à transmettre à nos propres enfants ça, et ça passe par ça, par ok, mon besoin il est là, je ressens une boule au ventre, si je m'écoute, si je dis à mon enfant et que je montre à mon enfant que je m'écoute, et il prendra aussi, il fera la même chose. Oui, parce que son cerveau il est fait pour ça. Donc ça marchera et on éduquera de plus en plus les enfants aussi derrière. Je voudrais revenir aussi, toi, sur ton expertise, constellation familiale, transgénérationnelle. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tous ces aspects-là, parce que c'est des outils qu'on a aujourd'hui, tout à l'heure qu'on n'en avait pas, peuvent avoir justement un impact sur la santé mentale, tant sur la guérison ou sur peut-être en amont sur l'alerte ou peut-être sur le traitement? En fait, oui, en fait, la constellation, en fait, elle a pour but vraiment de... en général, les personnes vont identifier quelque chose. Donc, comme tu disais, avec très justement sur les sensations, qu'est-ce qui fait qu'au travail, par exemple, on parlait du travail, qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien, etc. Les gens ont déjà identifié ça. Donc, c'est ça qui est important, c'est que du coup, il y a déjà une sensibilité, ils viennent déjà avec une problématique. Après, l'objectif, c'est justement d'aller chercher, parce que c'est pas parce qu'on est au travail et que j'ai un problème au travail que finalement, je vais pas le retrouver dans le reste de ma vie. Et que si je me sens pas bien exclue, harcelée, parce que le harcèlement, et je pense qu'on en parlera encore mieux, la quantité de harcèlement au travail, il y en a. Est-ce que finalement cette personne qui se sent harcelée, qui est harcelée aujourd'hui, c'est pas déjà fait harceler dans son enfance? Souvent, oui. Est-ce que finalement ce que je revis n'est pas aussi un signe de ce qui s'est passé? Et le travail en constellation et celui-ci, c'est que c'est pas parce que j'ai un problème au travail que finalement ça ne fait pas un souvenir et une mémoire traumatique de mon corps qui me ramène à quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. La constellation est là pour ça, pour justement libérer, nettoyer, se passer, décharger et pouvoir avancer sur quelque chose. Et tu penses que c'est un outil qu'on pourrait démocratiser en entreprise, par exemple, mettre en accompagnement comme tout type de formation? Alors, il y en a, je pense pas assez. Il y a certains coachs qui arrivent, coachs en entreprise, qui arrivent, qui sont formés à la constellation. Ça n'est pas assez. Alors, là, dernièrement, depuis, ça fait peut-être 2 ans, il y a une série sur Netflix qui est sortie qui s'appelle Le chemin de l'Olivier. Tous les facilitateurs en constellation le connaissent. Ça nous a fait une pub géniale et ça, je remercie Netflix pour le coup et la série. Mais ouais, ce serait bien. Alors, ça vient de Palo Alto, il y a beaucoup de choses aux États-Unis, en Amérique du Sud et autres. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, en école de psychologie, en France, ce n'est pas étudié. Dans beaucoup d'autres universités en dehors de la France, on étudie les constellations familiales. Et pour autant, on est très très en retard. Après, on est le pays de Descartes. On réfléchit. Voilà, donc je ne vais pas faire du temps mais voilà, ça en fait partie. Oui, ce serait
Il y a des outils, il y a plein d'outils. Il n'y a pas que ça, mais il y en a plein. Donc oui, on peut avancer, on peut se libérer et on peut évoluer. Et j'en suis la preuve vivante. Et justement, par rapport à ça aussi, j'avais une question, c'est pas vraiment une question, mais sur un point, j'avais lu un jour qu'il y avait une personne qui avait des soucis avec son papa, qui était tout le temps en conflit avec son papa, et en fait, en entreprise, elle reproduisait le même modèle avec son employeur. Ouais. Et est-ce que ça, c'est des cas ou des histoires que tu peux avoir, toi? Tout le temps. Ah ouais? En fait, encore une fois, on a envie de dissocier en disant j'ai le travail, je ramène le truc à la travail, mais en fait, non. Enfin, moi, si je suis Isabelle et que je vais au travail, je suis Isabelle de la maison, de la maman, la femme, enfin voilà. Donc, ma problématique, si j'ai un problème avec mon patron, mine de rien, je m'entendais comment avec mon père. L'autorité, ça parle comment chez moi, l'autorité? Quelles sont mes peurs? Quelles sont. Voilà. Enfin, donc, si je ramène cette problématique aussi, si je l'ai et je la porte, je la porte aussi au travail. Donc je ne m'entendrai pas mon patron, je ne m'entendrai pas être. Il y a une hiérarchie en tout cas. Oui, complètement. Ah mais oui, c'est fou parce qu'en plus, tu sais, si tu ne le sais pas, en fait, tu peux enchaîner 3-4 comme ça entreprises, exactement le même problème sans savoir, tu vois. C'est fou. C'est là où c'est le plus dur, je pense, après, c'est de se dire, cette remise en question. Et de se trouver, de se dire, ok, finalement, ça fait peut-être 3-4 fois, comme ça, je me fais virer. Ça fait peut-être 3-4 fois que je me fais. On me vole un job, j'ai un poste à pourvoir où j'ai une promotion et je n'obtiens pas cette promotion. Qu'est-ce qui fait que je n'obtiens pas cette promotion? Qu'est-ce qui fait que dans ma famille, peut-être que. Est-ce que mes parents n'ont pas été spoliés? Alors, je parle de certaines dont je me souviens d'une histoire, spoliés d'un terrain. Et finalement, voilà, j'ai l'exemple, je l'ai porté. Je porte émotionnellement cette mémoire. Et effectivement, ça parle de tout ça. Est-ce que tu as un exemple concret comme ça, sans forcément citer bien sûr, de ce qu'on a pu te présenter, toi, un exemple et qui s'est reproduit en entreprise? Alors, j'ai pas d'exemple en tête parce que voilà, mais si je parle par exemple de moi-même, je dirais moi ce côté déraciné dû à l'adoption et du coup à l'abandon, cet abandon, cette peur d'abandon, cette dépendance affective, je l'ai portée mais tellement longtemps. Enfin, avec mes amis de l'époque, avec peut-être même dans ma famille, me sentir d'avoir cette peur qu'on m'oublie, qu'on ne me voit pas. Je l'ai portée, donc forcément je l'ai portée aussi au travail. J'ai surinvesti aussi au travail pendant très longtemps, avec une volonté que ça marche. Toutes nos blessures, on les porte, on les vit et on les vit comme on peut. Jusqu'au moment où on ouvre les yeux et on se dit travailler. Oui, et du coup, quand tu as fait ce travail-là, tu as vu que ça s'est amélioré? Ah ouais, complètement. Il y a vraiment des choses qui changent, il y a des vraies prises de conscience, il y a vraiment des éclairages, on ouvre les yeux, il y a un éveil, il y a un vrai éveil, en tout cas moi dans mon parcours c'est ça, et oui, complètement, il y a des vraies évolutions. Et je suis contente qu'on soit là pour en parler, qu'on soit là aussi parce que tu disais tout à l'heure, Hélène, un point, c'est qu'effectivement on n'avait pas d'outils, mais je pense aussi que notre génération, voilà, elle est là aussi pour créer et mettre en lumière, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont vieux. Par contre, les constellations familiales, la transgénérationnelle, c'est vieux. C'est des choses, moi j'entendais chez ma mère. Non, pas forcément, c'est juste qu'on ne mettait pas le nom en fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma mère m'a toujours dit il y a des choses dans notre famille, je pourrais pas tout détailler, mais. Et en fait, ça se reproduisait, sans forcément poser le mot. Donc, c'est des choses qui existent, sauf qu'effectivement, il y a, par exemple, la sagesse qu'on appelle, en Afrique, souvent on disait la sagesse des vieux, souvent ils partent avec. Et ils ne la transmettent pas. Donc, forcément, il y a des choses comme ça. Et on est là pour ça aussi, pour mettre en place ces outils pour nos enfants, les jeunes, les étudiants. Et la science aussi commence, je ne sais pas si elle commence, mais en tout cas on parle sous l'aspect de l'épigénétique, sur le fait effectivement que le traumatisme se transmet au travers de nos gènes. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Et ça commence même plutôt qu'on le connaît, parce qu'effectivement il y a le côté transgénérationnel, mais il ne faut pas oublier qu'en tant qu'enfant, on vit 9 mois dans un ventre. On vit 9 mois dans les émotions de nos parents. Et voilà, donc c'est le côté, moi, dans un peu d'accompagnement souffre-analyse qui permet vraiment d'aller voir et chercher ce que j'ai emprunté aussi à ce niveau-là. Et c'est lourd, mais c'est tellement beau en libération derrière que
ça vaut le coup aussi d'aller chercher, quoi. Enfin, mais tu sais que moi, quand j'étais enceinte, à chaque fois je pensais à ça, je me disais, en fait, c'est fou d'avoir cette connaissance parce que tu le sais, et donc du coup, tout ce que tu fais, la mémoire intra-utérine, tu dis, non, pas. Bon, en même temps, t'essayes de faire. En fait, c'est difficile d'avoir conscience de ça parce que là, tu te dis, j'ai la responsabilité. Alors que finalement, quand tu ne le sais pas, après, c'est notre rôle de parent. En tant que parent, on est responsable de soi, on est responsable de l'autre. Donc déjà, on commence déjà avant même de... Là, on porte, mais on est déjà parent. Mais tu sais que même sur l'épigénétique, même sur les maladies. Ouais. Ah oui, c'est fou. Ouais, c'est un vrai sujet. En tout cas, merci beaucoup de votre regard, les filles, sur ce sujet-là. Je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures. On pourrait se refaire un épisode 3. Voilà, c'est dans les tuyaux. On verra comment, en tout cas, les retours. Mais voilà, je vous invite, en tout cas, si ça vous touche, pouvoir échanger avec Hélène. Bon, elle reviendra sur ses projets, justement. Aussi de vous rapprocher d'Isabelle, en tout cas, si les sujets vous touchent santé mentale. Et justement, je parlais de vos projets. Mesdames, l'année, bon, elle vient de démarrer, mais elle va tellement vite, on est du mois de mars, c'est sûr. Quels sont vos projets là, pour les fins de l'année? Enfin, en tout cas, l'année qui va se suivre, du coup. Alors, de mon côté, le projet, c'est de développer cette activité autour de l'atelier maîtresse de la santé mentale pour tout type d'organisation. Et en parallèle aussi, de faire des formations, donc soit formation individuelle, donc vraiment personnalisée, ou formation en collectif, sur le développement des compétences psychosociales. Donc, juste pour donner un sens à ce terme un peu technique, c'est vraiment sur la dimension cognitive, donc comment j'arrive à bien vivre avec toutes ces pensées qui me traversent et comment j'arrive à comprendre comment je fonctionne et finalement comment je fonctionne. La dimension émotionnelle, comprendre ce que c'est qu'une émotion. Comme tu le disais tout à l'heure, on avait appris ça. Ça s'apprend. On peut effectivement apprendre à mieux comprendre ses émotions, à comprendre comment elles se manifestent au niveau de notre corps et comment les reconnaître, mettre des mots, comprendre, faire le lien avec des émotions. Et la troisième dimension qui ne me revient pas là maintenant, j'ai un petit trou, cognitif, émotionnel et relation à l'autre, communiquer, développer son assertivité, savoir dire non. Ça, on sait que ça peut aussi poser beaucoup de problèmes. Donc tout ça s'apprend. Ça peut s'apprendre et mon objectif, c'est de travailler sur ces deux axes. Au niveau du collectif, au niveau de l'individuel, sur des formations et sur des ateliers d'intelligence collective pour parler le plus possible de la santé mentale. Et dans quelques années, quand j'aurai terminé justement mes études, l'objectif, ça sera de proposer de la thérapie, donc avec un positionnement intégratif, donc qui intègre tout un tas d'approches sur la psychologie pour accompagner au bien-être et aborder les sujets qui touchent plus au traumatisme. Donc ça sera dans quelques années quand je serai diplômée. Quand tu seras grande. Je peux dire ça. Moi plus tard. Quand je serai grande. Alors en tout cas, je suis sûre que tes ateliers là, ça va fonctionner, ça va marcher. Ouais, top. Écoute, Isabelle, quels sont tes projets? Alors mes projets, j'en ai un qui est en train d'émerger. Je suis à cœur en fait à développer là un parcours initiatique en développement personnel spécialisé pour les enfants adoptés. Voire éventuellement les adoptants, donc ça c'est encore. Je trouve qu'il y en a peu pas avec le parcours que j'ai, avec mes techniques, mes formations. Voilà, j'ai vraiment envie d'aider en fait ces enfants ces personnes, c'est plus des enfants pour la plupart, en tout cas à s'évoluer. J'ai eu la chance de trouver des bonnes personnes au bon moment
et voilà, qui m'ont aidé à évoluer. Et là, je sens qu'il y a une émotion qui vient parce que c'est hyper. Enfin voilà, ça me tient vraiment à cœur. Voilà, de développer ça, un parcours personnel d'évolution sur, voilà, sur peut-être, je sais pas, 3 à 6 mois. Voilà. Mais donc voilà, c'est le petit bébé qui est en route. Donc voilà, et puis continuer, moi, mon cabinet, en visio, à accompagner mes patients, mes clients, vraiment dans cette intégration, dans cette systémie, dans leur intégralité, dans l'humain, comme je dis, voilà, du bas en haut, pour tout prendre en compte. Les personnes que tu vas toucher le ciel pourront te contacter, je mettrai les liens du coup pour pouvoir recevoir, et puis toi aussi. Pour recevoir. Et j'ai mes dernières questions signature, mesdames. Le podcast s'appelle Le Papillon. Oui, le papillon, il renaît, et toute la beauté derrière. Moi, je voulais savoir aujourd'hui quel était l'événement, ou du moins un élément dans votre vie qui vous a permis de renaître. Je vous laisse la parole, qui est la première. C'est moi, c'est ma fille, clairement. Ah À partir du moment, j'ai vraiment eu deux phases dans ma vie. Enfin, j'ai eu la sensation d'avoir eu deux phases. J'ai eu l'avant vie intra-utérine avant de ma mère biologique, et j'ai ce parcours jusqu'à ce que je tombe enceinte. Où là, il y a eu un bouleversement émotionnel, hormonal qui est sorti de je sais pas d'où, et qui m'a fait complètement me remettre en question, qui a énormément bouleversé ma vie. Me dire, il y a plein de choses qui sont revenues de traumatismes que j'avais pu vivre dans le ventre moi-même de ma mère. Ouais, et beaucoup de choses sont revenues, beaucoup de peurs sont revenues, et là j'ai été complètement paumée, me dire qu'est-ce qui se passe. Et en fait, et là je me suis dit c'est maintenant que jamais. On en parlait tout à l'heure, je vais devenir parent, je vais devenir responsable, je vais m'occuper de quelqu'un, je vais devenir responsable de cette personne. Si je n'arrive pas à soigner mes propres blessures, mes peurs, etc., qu'est-ce que je vais lui inculquer. Et c'est ça qui m'a permis justement tout ce parcours de recherche, de développement, d'accompagnement. Ça a passé par moi, et moi, enfin voilà, et c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui et d'être là d'accord en plus aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est ma fille. Et du coup, comment ça t'a permis comment t'as tourné cet événement? Bon, j'imagine ta fille, aujourd'hui, c'est toujours un beau événement, et ça restera toujours une merveille, les enfants. Et comment t'as réussi à tourner justement ce changement émotionnel en côté positif dans ta vie? Alors, c'est vraiment en travaillant sur soi au fur et à mesure de dire que, ok, chaque chose, après, ça dépend de la croyance de chacun, mais les événements ne sont pas un hasard, les répétitions des événements ne sont pas un hasard, on en parlait tout à l'heure. Ok, si je l'ai vécu aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à comprendre, il va peut-être falloir que je me remette en question, il va peut-être falloir aussi que j'aille découvrir, explorer un petit peu ce qui se passe. Je peux pas. Et puis voilà, j'étais mal, j'étais pas bien. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que je vais en faire? Je veux continuer à aller dedans, je veux continuer à me victimiser, je veux continuer à me dire que je souffre et qu'il n'y a rien à faire. Ou à un moment donné, on y va, on se retrousse les manches et puis on est parti quoi. Donc, Écoute, un petit clin d'œil à ta fille, qui de là où elle est sera hyper fière de sa maman, et puis voilà. Et nous aussi, on la connaît pas, mais on est très fiers d'elle. Parce qu'elle a changé la vie. Bah oui, elle a changé la vie de sa mère, donc forcément. Bravo à elle, c'est une perle. Et donc, Hélène, pour conclure, je te repose la même question. Oui. Eh bien, de mon côté, c'est le jour où j'ai accepté d'être vulnérable. Oh. J'avais un rapport à la vulnérabilité qui était pas forcément facile. Et avec cette croyance et ce driver que être forte, c'était ce qui était le plus important, de se débrouiller seule, savoir se débrouiller seule, ça montrait notre force, ne pas forcément demander de l'aide, trouver des solutions seule. Et j'ai valorisé ça pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, être vulnérable et sortir justement de cette armure qui m'entourait et qui m'éloignait aussi de l'autre, en fait, c'était chouette. C'est chouette d'être vulnérable, c'est chouette d'être capable de demander de l'aide, c'est chouette de se regarder tel qu'on est, avec ses souffrances, ses blessures, ses cicatrices,
et de se dire, bah, finalement, c'est OK que ces souffrances et cicatrices soient là, qu'on peut bah, juste les accueillir, leur faire une place plutôt que d'essayer de les étouffer et de les mettre dans une petite boîte. Et donc voilà, maintenant je vis avec cette vulnérabilité et je la chéris aussi. Je la chéris vraiment beaucoup et je trouve que ça amène beaucoup plus d'authenticité dans mon rapport bah, aux autres et à moi-même. Donc voilà, il y a plein d'événements de vie qui m'ont justement amené à plus écouter et entendre justement cette voix. Et bah, du coup, j'ai un peu ma réponse finalement. Comment ça a changé ta vie? La boucle. Écoute, tu vois, ce sujet-là il est hyper profond. On pourra, et la vulnérabilité, c'est un sujet hyper profond. Parce que notamment, je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes, tu vois. C'est-à-dire que nous, on nous demande de porter beaucoup de charges et souvent on est des warriors, même si on l'est réellement. Et on n'apprend plus à demander de l'aide. En tout cas, merci Ophi. Merci à toi. On se refera un épisode 2. Merci. Merci.